Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Venez écouter ce que le président sénégalais Diomaye Faye est en train de raconter. Juste après son investiture à la tête de la CEDEAO, il fait sortir des mots très choquants. La mission qu'il a été consignée, c'est de réconcilier les États du Sahel et la CEDEAO. Mais je ne comprends pas comment il peut dire. Il dit que ce n'est pas un truc qui est impossible. Et après les attentats de Hiroshima, Kokua, il y a eu des réconciliations. Donc il n'y a pas une situation qui est impossible. Donc lui, il peut le faire. Selon ses propos, donc ça dit que la réconciliation entre la CEDEAO et les États du Sahel, ce n'est pas impossible, c'est possible. En tout cas, je ne vais pas trop bavarder, je vous laisse vous-même écouter son discours et dites-moi en commentaire si vous en pensez, famille. Il y a bien d'autres informations qui suivent. Je vous invite à écouter tous et dites-moi en commentaire si vous en pensez. On se recapte dans les commentaires. Ciao, ciao. Alerte info, c'est historique. Le président Bassirou Diomaye Faye prend les commandes de la CEDEAO, le tournant que personne n'attendait. Pendant que certains prédisaient l'isolement ou l'inexpérience, la réalité politique vient de donner une leçon magistrale. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, vient d'être officiellement porté à la tête de la CEDEAO. La récréation des analystes de salon est terminée. Les diplômés de géopolitique virtuelle peuvent aller se rhabiller. On passe aux choses sérieuses, les gars. J'estime que la situation de la CEDEAO est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Il faut le reconnaître. Parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays. Et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CEDEAO dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins. D'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer de les faire revenir autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé? Si. Donc on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir,
et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale, est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme, les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres défis que nous avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO, et dans toute la mesure on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. La page de la rupture est tournée, mais les questions qu'elle a laissées restent entières à Freetown. La CEDEAO réfléchit à l'avenir de ses relations avec l'Alliance des États du Sahel. Les réactions depuis Ouagadougou avec Maxime Bambara. C'est un sommet sous haute tension qui s'ouvre à Freetown. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se rassemblent en Sierra Leone avec un dossier brûlant qui cristallise toutes les attentions. La consolidation de l'Alliance des États du Sahel, toujours amputée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont résolument choisi de faire bande à part et de bâtir leur propre confédération. L'organisation ouest-africaine se retrouve au pied du mur. Pour la CEDEAO, l'enjeu ne réside plus seulement dans une hypothétique réconciliation, mais bien dans la sauvegarde de sa propre crédibilité sur la scène internationale. Je pense qu'avec l'actuelle trajectoire actuelle, avec le leadership des différents dirigeants actuels, nous ne voulons plus être membres effectivement d'une organisation où la France prend l'entièreté effectivement du financement, ou encore la France est partenaire de ces organisations-là. Parce que nous ne sommes plus dans les anciennes grilles, nous ne voulons plus hériter par exemple des anciennes formules où réellement celui qui est démocrate, c'est celui qui obéit à la France, et celui qui est démocrate, c'est celui qui ouvre son pays au pillage effectivement de l'oligarque français, celui qui est démocrate, c'est celui qui effectivement, sur le plan des valeurs, se reconnaît comme par exemple comme ancêtre le général Charles de Gaulle. Nous pensons que ce n'est plus possible, ça c'est fini. Donc la CEDEAO effectivement en train de voir de quelle façon il doit mourir, puisque c'est une organisation déjà morte, parce que cette organisation ne compte plus effectivement dans la sous-région. Car l'AES est devenu un acteur géopolitique incontournable. Il faut effectivement prendre ça en compte. Cette réunion de Freetown intervient alors que l'AES continue de structurer ses institutions de souveraineté, ignorant le calendrier et les récriminations de l'ancienne organisation de tutelle. Pour les capitales sahéliennes, le point de non-retour a été franchi et les menaces de sanctions appartiennent désormais au passé. Une rupture institutionnelle qui est vécue comme une libération historique par les citoyens de l'espace confédéral. En tant que panafricaniste ayant un regard beaucoup plus holistique sur le continent, l'attente que nous avons en tout cas de cette organisation, c'est de l'inviter à se reconnecter davantage à sa mission originelle, la mission en tout cas pour laquelle les pères fondateurs se sont battus, qui est celle qui est une CEDEAO des peuples, une CEDEAO qui prend en compte les aspirations des masses populaires. La CEDEAO n'est pas gérée par des Africains. L'Occident a ses mêmes mises dedans. Et après une étude approfondie, les autorités de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO parce que la CEDEAO était un problème pour l'Afrique tout entière. Et cette rencontre de la CEDEAO est caduque. C'est de nul effet. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais l'AES a un chemin bien tracé. Et nous avons foi à nos autorités, alors qu'ils travaillent nuit et jour pour le bien-être de cette confédération. Alors, ce qui peut ressortir là-bas, ça n'engage qu'à la CEDEAO. Parce que déjà, nous, on l'a vomi. La CEDEAO puisse prendre conscience, voilà, que chaque peuple, chaque pays a le droit de choisir son destin et son chemin. J'espère que non, et là-bas ils vont prendre conscience de cela et que ça va être abordé. Voilà, pour permettre aux pays qui ont envie de se mettre ensemble
et de se développer un peu comme l'AES, de pouvoir avoir cette liberté et avoir ce droit-là. En plaçant l'AES au centre de ses urgences à Freetown, la CEDEAO reconnaît implicitement le poids géopolitique incontournable du nouveau bloc sahélien. Face à un espace confédéral déterminé à tracer sa propre voie, l'organisation régionale va devoir acter sa propre mutation sous peine de basculer définitivement dans l'anachronisme politique. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissent dimanche pour le 69e sommet ordinaire de l'organisation. Au terme d'une semaine de réunions préparatoires, plusieurs décisions sont attendues, notamment sur la sécurité régionale et l'avenir de la coopération ouest-africaine. Le sommet devrait approuver la nomination du général sénégalais Biram Diop à la présidence de la commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Les dirigeants devraient également poursuivre les discussions sur l'opérationnalisation de la force en attente, le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel et la lutte contre le terrorisme. À la veille de cette rencontre, l'organisation a inauguré à Lungui un nouveau dépôt logistique destiné à soutenir les opérations militaires et humanitaires dans la sous-région. La CEDEAO, pardonnez-moi l'expression, c'est une organisation bidon. Il y a le Nigeria, Goodluck Jonathan, il était partout, présent, parce qu'il voulait être candidat, être comment dirais-je, élu, donc il avait besoin, dans une élection où il y avait 100 morts par jour, il avait besoin de l'Occident qui le légitimerait après l'élection présidentielle l'année dernière. Et puis les autres, attendez, Blaise Compaoré qui est faiseur de paix, attendez, faiseur de démocratie, c'est grave. On a un monsieur qui est depuis 25 ans au pouvoir, à qui on demande d'aller régler les problèmes de démocratie au Mali. Et lui qui était censé régler les problèmes de démocratie électorale en Côte d'Ivoire, alors qu'il a mis le feu, c'est le pyromane à qui on demande de se transformer en pompier. C'est terrible, c'est terrible et c'est malheureusement c'est une donnée réelle et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui très clairement à l'Union africaine, à partir de ces dernières affaires, de ces dernières interventions militaires sous couvert des Nations Unies, qui n'obéissaient en réalité qu'à des intérêts de tel ou tel État, c'est clair, c'est pour ça que vous avez une cassure à l'intérieur de l'Afrique, des pays membres de l'Union africaine. Ça s'est traduit par l'échec de l'élection d'un président de la Commission, entre pays notamment francophones, qui eux gardent toujours le regard vissé, tourné vers le grand frère, ou je sais pas, le grand papa français, et bien sûr à travers la France l'Occident, les intérêts de l'Occident, puis les autres qui se sont beaucoup plus autonomisés, c'est évident. C'est évident. Et quand vous avez un président de la Commission de l'Union africaine, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon, vous avez beaucoup plus prise sur lui que si c'est un Sud-Africain ou un Tanzanien. C'est les choses comme elles sont. C'est là, vous voyez, c'est là où on voit c'est la tête. J'ai envie de dire, le corps peut changer, mais la tête reste toujours, le cerveau reste toujours contrôlé. Hein. Le corps s'agite, les Africains ont de la souveraineté, elle est là, on entretient les relations avec 150 pays, on est membre des Nations Unies, on a diversifié, on signe des contrats avec les Chinois, mais le cerveau, il reste un cerveau tourné vers l'ancienne puissance coloniale, ou tout au moins l'ancienne puissance coloniale contrôle le cerveau, là, contrôle le cerveau de cette Afrique qui reste largement pilotée par les intérêts français de toutes sortes. Pour la France, au fond, sa place ou son rôle, je le disais tout à l'heure, ou son rang sur le plan international, tient beaucoup au vote aux Nations Unies. Hein. Vous avez 15, 18, plus si vous ajoutez quelques francophones, un peu un cercle plus élargi, c'est un bloc intéressant. Et c'est ça qui est à préserver. Si vous regardez même l'histoire de la France, avec De Gaulle, l'Algérie et tout, il dit bon, on commence à être attaqué aux Nations Unies, alors il nous faut peut-être terminer cette guerre pour mieux nous organiser. Et c'est vrai que la coopération, là, cette coopération, cette relation particulière, hein, née après 60, était subtile.
Parce qu'en réalité, on montrait une évolution de l'ancienne puissance coloniale qui reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc., qui assure que la souveraineté sera respectée des nouveaux États, mais qui, dans le même temps, bien évidemment, empaquette tout ça dans une vision qui est une vision néocoloniale, une vision paternaliste, une vision tout simplement de puissent avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Très bien. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens. Ouais. On les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Très bien. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Tout à fait, tout à fait. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas. Oui, que je connais. Qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui
écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique. Vous comprenez pourquoi il n'est pas venu? C'est clair ou pas? Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Très bien. Des centaines et des centaines d'autres voix. L'ONG survit, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, de notre collaboration entre l'Afrique et la France. Très bien. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Tout à fait. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Oui. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Comment tout un continent peut être bête en même temps? C'est pas normal. Supposons que moi je suis la France. Ok? Et que vous êtes les pays africains. Moi je n'ai pas de pétrole. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'uranium. Je n'ai pas de cobalt. Je n'ai pas de bois. C'est vous qui avez tout ça. Ok? Vous comptez sur moi pour vous aider, ok, à vous unir contre moi. Ou on est bête, ou on est très bête. Ça c'est clair. Et vous voulez que celui qui vous a colonisé et qui en bénéficie, hein, vienne vous mettre d'accord. L'arnaque a commencé avec le mot indépendance. Je pense que les Africains ont confondu un transfert de compétences et puis indépendance. J'explique. Voilà, après la guerre, la France avait du mal à gérer ses colonies. Il y avait une montée des nationalismes. Et puis De Gaulle a dit, bon écoute, on va leur faire le coup. On fait semblant de donner ça ici et puis on prend. Ok. Donc il n'y a pas eu d'indépendance. Il n'y a pas eu. Écoute Alain, je suis la France. Ok. J'ai des territoires, des terres. Ok, qui quittent Abidjan jusqu'au Niger. Je dis, bon écoute Alain, ok, toi tu es un gars, tu es bien, tu parles bien français et puis tu es un grand intellectuel. Ok, première pommade, ok, vaseline. Ok, écoute, je te donne la surveillance, ok, de ma portion là, ok, qu'on appelle Côte d'Ivoire, ok, la côte des Malgens. Ok, tu as compris, non? Et puis maintenant, moi je vais former une armée, gendarmerie, je vais te donner pouvoir. Ok, mais en même temps, je t'ai rien donné. C'est moi qui ai le titre foncier. Toi, tu n'es qu'un locataire. La preuve, tous les pères d'indépendance ont été humiliés. Comment ça? Modibo Keïta, coup d'État. On a pris un demi-lettré, ok, Moussa Traoré, on est de gomme. Parce qu'il a eu l'insolence de vouloir parler d'autonomie, de souveraineté monétaire. Dégagé. Sylvanus Olympio. Olympio Togo. Voilà, lui aussi parlait de Franc Togo. Franc Togo, on dit, bon, attends là. Et Adema, vas-y, ok, bute-moi ça. Ils l'ont buté. Ok. Et puis, si tu vois les images du Congo démocratique aujourd'hui, Lumumba, ça veut dire que on t'a pas donné indépendance. Tu es un gérant. Si tu gères bien, tu seras récompensé. Et jusqu'à nos jours, on est dedans. L'Union africaine, la fameuse Union africaine. Il n'y a pas plus marionnette que cette agglomération de commis au service de la colonie mère. Comment veux-tu qu'on avance quand toi, Alain, tu as un projet véritable pour briser les chaînes que nous avons dans nos cerveaux? Et qu'on se réunit, Kwayo ou Madou appelle Paris pour dire, attends, Alain même commence à dire des conneries là. Ok? Alain, on a créé une sorte de délation des bons colonisés et des
révolutionnaire, élément subversif. Ok? Voilà dans quoi nous sommes. Et jusqu'à nos jours, ça marche. Parce que déjà, avec nos ethnies, ok? Regarde, on nous a appris ici, hein, un petit truc subtil. Ici, on nous a appris, les Akans viennent du Ghana. Ok? Les Krou viennent du Libéria. Ok? Répétez, les Krou viennent du Libéria. Les Mandés viennent du Mali et de la Guinée et du Burkina. On a répété et puis on a assimilé. Mais aujourd'hui, on s'étonne que les uns accusent les autres d'étrangers. J'explique. Ça leur coûtait quoi de nous enseigner? Les Akans viennent du Ghana, mais il y a aussi des Akans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. On assimile. Les Krou viennent du Libéria, mais il y a une partie de Krou en Côte d'Ivoire. Il fallait que les Mandés viennent du Mali, de Guinée, mais il y a une partie en Côte d'Ivoire. Simple. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se regarde bien dans le miroir. Dans les yeux. Ok. Supposons que moi, je suis la France. Ok? Et que vous êtes les pays africains. Moi, je n'ai pas de pétrole. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'uranium. Je n'ai pas de cobalt. Je n'ai pas de bois. C'est vous qui avez tout ça. Ok? Vous comptez sur moi pour vous aider, ok, à vous unir contre moi. Ou on est bête, ou on est très bête. Ça, c'est clair. Ok? Donc, voici l'équation qui se pose aujourd'hui. C'est sur vous, les intellectuels, que nous comptons. C'est sur que nous comptons. Mais vous êtes incapables de vous entendre. Et vous voulez que celui qui vous a colonisé et qui en bénéficie, hein, vienne vous mettre d'accord. Vous faites des guerres. Et puis moi, le français, moi, la France ou l'Angleterre, j'ai dit, venez, on va en discuter. Vous savez quoi? Si je peux approfondir votre désaccord, je n'hésiterai pas. Alain, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ils n'ont pas motorisé l'agriculture. Elle est encore primitive. Ok? Voilà un pays, un continent qui a tout, on a le fer. On n'a jamais fabriqué un vélo. On n'a jamais... Un tracteur. On n'a rien fait. L'autre jour, j'étais au Burkina, l'année dernière, on était en conférence. Il y a plein de mobilettes. On ne sait pas fabriquer mobilettes. C'est-à-dire qu'on a fait de gros littéraires comme Alpha Blondy. On peut faire des gros discours, les grands gestes, mais on n'a pas fait de cerveau, comme dit mon frère. Fabriquer ça. C'est ce que les autres ont fait. Je vais te contredire un peu. Maria. Les cerveaux, il y en a. Regarde un peu dans les jeunes aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont la possibilité de le faire. Mais qui leur fait confiance pour le faire? Qui les encourage pour le faire? La difficulté à financer les startups, ça revient. C'est ça. Regarde ce que la pandémie de la Covid-19 a permis de voir. Je veux dire, nos enfants font des respirateurs. Aujourd'hui, là, qui a dit on va financer pour qu'ils fassent suffisamment de respirateurs pour que nous soyons indépendants en respirateurs? Il faut que nous ayons confiance dans nos jeunes. J'ai été chef de mission, d'une mission de la Banque mondiale. Je n'avais que 27 ans. Ici, on attend que tu aies 52 ans avant de pouvoir te faire confiance. Mais il y a une différence. À quel moment est-ce que nos jeunes vont faire l'apprentissage de la vie? Allez, quand on a des gens qui ne pensent pas à ces détails, c'est grave. Comment tout un continent peut être bête en même temps? C'est pas normal. C'est que quelque part, sciemment, ok, le gars, il a fait sa découverte au Togo, il est obligé d'aller en France pour aller, pourquoi mettre ça en valeur? Ok, Modibo Diarra, il a commis l'erreur fatale. Il travaille à la NASA. Il est venu dans son pays, au Mali, on a traité ça comme du papier hygiénique. Ouais, chers abonnés, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations qui vont suivre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.